Donc bonjour à tous et merci à l'UNAFAM de nous avoir invités, Sébastien Saeta et moi, à présenter les résultats de ces recherches et ainsi de contribuer en effet à proposer une voie de progrès pour des meilleurs soins pour les personnes hospitalisées en psychiatrie. Donc je vais pouvoir passer assez vite suite au panorama qu'ont dressé Marie-Jeanne Richard et Charles Alezra précédemment. Donc c'est vrai que la psychiatrie se différencie un petit peu des autres disciplines médicales par la possibilité de soins sans consentement. Qui sont possibles et encadrés par la loi dans cette discipline. Et ces soins sans consentement peuvent s'accompagner d'autres mesures plus restrictives de liberté, comme l'isolement et la contention, qui font l'objet d'un encadrement législatif. Mais les pratiques coercitives en psychiatrie, elles ne se limitent pas à ces mesures-là. Et elles peuvent concerner la politique de porte ouverte, le port du pyjama obligatoire, le retrait des effets personnels, les droits de visite, qui peuvent être très variables d'un établissement à l'autre ou même d'un service à l'autre au sein d'un même établissement. Donc je ne vais pas revenir sur les définitions de l'isolement et de la contention mécanique. Et comme ça a été rappelé, du coup, il y a eu une actualisation en effet des recommandations par la Haute Autorité de Santé en 2017 qui vous ont été décrites juste avant. Et c'est vrai que ces recommandations, elles s'inscrivent dans des pratiques dont la réduction est soutenue au niveau international depuis le début des années 2000. Du fait qu'au niveau international, on prône davantage une approche de la santé mentale fondée sur les droits et qui recommande l'abolition de toute pratique restrictive de liberté. Du fait que les pratiques coercitives en psychiatrie ont fait l'absence de preuves de leur bénéfice thérapeutique d'après les données scientifiques et des possibles effets indésirables, notamment pour la contention, à la fois sur la santé psychique et physique des personnes, et aussi parce que ça nuit à la relation de soins et à l'expérience de soins de la personne qui est suivie en psychiatrie. Et ce qu'on observe à l'international, c'est qu'il y a de nombreuses variations dans ces pratiques, à la fois dans les définitions. Par exemple, l'isolement, dans beaucoup de pays, ça se pratique en permanence avec la présence de soignants et pas seul, enfermé dans une chambre d'isolement. Des différences dans les législations. Dans certains pays, ce qu'on a parlé, l'injection thérapeutique forcée est encadrée légalement, au même titre que la contention mécanique, voilà, avec des incitations et des politiques dédiées qui varient selon les pays. Donc, ça a été présenté par Charles Alezra notamment. Il y a eu une évolution ces dernières années en France depuis 2016. En effet, la réduction de ces pratiques est soutenue au niveau national, notamment par un cadre législatif récent et évolutif, à visée dissuasive, avec en effet l'imposition du contrôle par un juge des libertés et de la détention de ces mesures. Cette politique de réduction des pratiques coercitives en psychiatrie, elle est soutenue par la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Et par contre, la complexité, en effet, de la mise en œuvre de ces mesures à visée dissuasive est régulièrement soulignée par les soignants, dont la démographie n'est pas favorable, en effet, pour alourdir ce type de démarche. Concernant la littérature scientifique française sur ces mesures coercitives, à l'époque où on a démarré ces études, elle était relativement limitée, plutôt rare, avec soit des études qui portaient sur un service ou un établissement, y compris à l'étranger d'ailleurs, peu d'études vraiment nationales, avec des études où on cherchait souvent à expliquer le recours à la contention, à l'isolement par les caractéristiques individuelles des personnes et pas à essayer d'expliquer ces disparités de recours entre établissements. Voilà. Et du coup, du fait de cette loi, il y a eu des données qui ont été mises à disposition, qui ont permis de réaliser ces études, notamment à travers le recueil obligatoire des mesures d'isolement et de contention dans le recueil d'informations médicalisées en psychiatrie, qui est recueilli dans les établissements de santé. Du coup, ça a donné lieu en effet à deux études qui se sont rencontrées à un moment donné. Donc moi, je vais davantage vous parler de l'étude Ricochet, qui cherche à dresser un panorama du recours à la contention et à l'isolement en France, et d'essayer d'analyser, à partir des données quantitatives disponibles, la variabilité entre établissements. Et Sébastien Saeta vous présentera l'étude Pleidker qui intègre, on va dire, les résultats de Ricochet dans une des phases de son étude, dont l'objectif était de se focaliser davantage sur les établissements moins coercitifs, déjà de les identifier, de montrer que cela était possible, et d'essayer de comprendre comment certains établissements pouvaient fonctionner différemment des autres établissements français. Du coup, les résultats de l'étude Ricochet, vous pouvez les trouver en ligne, ça a fait l'objet d'une publication de l'IRDES, avec mes collègues Esther Twitou, Coralie Gandré, et ça a été fait en collaboration avec l'étude Pleidker. Du coup, l'objectif principal, comme je l'ai dit, c'était d'estimer le recours à l'isolement et contention en France à l'échelle nationale, vu qu'on disposait enfin de données nationales exhaustives sur la contention notamment, et de décrire les variations de ce recours entre établissements, et d'essayer d'identifier les facteurs associés à ces variations, bien que les données quantitatives disponibles sont plus limitées pour expliquer que pour objectiver ou montrer l'hétérogénéité. Du coup, le panorama qu'on dresse en 2022, donc
en contexte, c'est rappelé qu'il y a un peu moins de 290 000 personnes adultes qui sont hospitalisées en 2022 en psychiatrie à temps plein, dans des établissements publics ou privés. Uniquement en soins libres, il y en a 210 000, et il y a un peu plus de 75 000 personnes qui sont hospitalisées sans consentement en psychiatrie. Parmi ces personnes, il y en a en effet un peu plus d'un tiers qui vont connaître une mesure d'isolement et 10% qui vont connaître une mesure de contention. Et c'est donc parmi les personnes qui sont hospitalisées, parmi les personnes qui sont mises à l'isolement, il y en a un tiers qui connaissent une mesure de contention. Si on essaye de caractériser les personnes qui vont expérimenter ces mesures, on observe que c'est une population plus jeune, plus masculine, si on les compare aux personnes hospitalisées sans consentement en psychiatrie, qui sont plus susceptibles d'être défavorisées, qu'on identifie à travers le fait qu'elles disposent d'une complémentaire santé solidaire. Qu'elles souffrent de pathologies plus sévères, les troubles psychotiques, les troubles bipolaires ou les troubles de la personnalité. Mais on observe aussi une surreprésentation du recours aux mesures de contention et d'isolement pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, des troubles du spectre autistique ou des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Si on regarde un peu le parcours des personnes, ce qu'on peut en dire à partir des données disponibles, c'est que les patients qui connaissent des mesures d'isolement ou de contention, ils sont plus souvent admis par les urgences, notamment pour l'isolement. Donc ça correspond aux situations de crise et aux indications, on va dire, qui sont identifiées dans les recommandations de bonne pratique. On peut identifier aussi que c'est en effet des personnes qui souffrent de troubles plus sévères avec une prise en charge plus complexe et plus longue, avec un nombre de jours médian d'hospitalisation à temps plein en psychiatrie plus élevé que les autres patients suivis en soins sans consentement. On observe, et ça a été régulièrement pointé du doigt, en effet, une mise à l'isolement quasiment systématique des personnes détenues, alors que ça ne répond pas justement aux recommandations de bonne pratique. Et il y a eu un texte récent qui est paru sur la prise en charge des détenus et qui rappelle que l'isolement ne doit pas être légitimé par le statut de détenu de la personne. Et on identifie aussi que les patients qui n'étaient pas déjà suivis par l'établissement sont plus susceptibles de se retrouver à l'isolement que les patients qui étaient déjà connus de l'établissement. Après, l'objectif de l'étude Ricochet, c'était essentiellement de montrer la variabilité du recours à ces pratiques entre établissements. Et là, vous avez un graphique où chaque barre représente un établissement de santé autorisé en psychiatrie avec la part de séjours d'hospitalisation temps plein qui contiennent une mesure d'isolement. Et on voit que ça varie de moins de 5% des séjours sans consentement avec mesure d'isolement dans certains établissements à plus de 60% dans d'autres établissements. Donc on voit que la variabilité, elle est très importante. Il y a un quart des établissements pour lesquels c'est moins de 20%, un autre quart, c'est plus de 40%. Et ce n'est pas lié seulement à certains établissements au comportement extrême, c'est une variation qui s'observe sur l'ensemble du territoire. Et il y a un seul établissement qui ne rapporte pas d'isolement dans les données qu'on a pu observer. Quand on regarde maintenant les disparités de recours aux mesures de contention, la variabilité elle est encore plus importante que pour l'isolement, avec un coefficient de variation de 79%. Et on voit sur le graphique, si on regarde les quartiles en jaune et en rouge, il y a un quart des établissements qui ont moins de 10% des patients en soins sans consentement qui vont connaître une mesure de contention, alors qu'on a un autre quart pour lesquels c'est 40% des patients en soins sans consentement qui vont connaître une mesure de contention. Donc ces disparités, elles interrogent. Et donc Et en se disant que justement, finalement, cette notion de dernier recours qui a été glissée dans les recommandations de bonne pratique, il est atteint de manière variable selon les services ou les établissements. Du coup, on a essayé de les expliquer par un modèle quantitatif, mais je laisserai ensuite plus la parole à Sébastien, parce que les limites des données quantitatives pour expliquer sont importantes. Et le pouvoir explicatif de notre modèle, il n'est pas très important, pour être sincère. Mais quand même, ça confirme que la part de la variabilité du recours aux mesures de contention et d'isolement, elle est principalement au niveau des établissements et pas à l'intérieur de l'établissement. Donc il y a plus de variabilité entre établissements qu'au sein de la file active d'un même établissement dans le recours à la contention. Le modèle confirme que quand même il y a certaines caractéristiques individuelles qui vont amener à un risque plus probable de connaître une mesure d'isolement ou de contention, les critères individuels que j'ai déjà cités. Par contre, il y a certains facteurs associés au niveau établissement qu'on a pu mettre, qui ressortent comme favorisant un moindre recours à la contention, à l'isolement, notamment le fait que l'établissement soit un centre hospitalo-universitaire. Donc, par rapport à ce qui a été dit ce matin, par rapport à peut-être une meilleure acculturation des professionnels de santé aux recommandations de bonne pratique, peut avoir un effet. Le ratio infirmier-patient par établissement, plus ce ratio est important, moins il y a un recours à ces mesures. Et pareil, des services ou établissements où finalement la proportion de séjours sans consentement parmi l'hospitalisation à temps plein est plus élevée, est associée à un moindre recours à la contention ou à l'isolement.
Mais cette étude, elle montre aussi que finalement, il n'y a pas de différence selon la densité médicale entre établissements, selon la sévérité des cas au sein d'un établissement, selon les caractéristiques rurales ou urbaines, ce qu'on a pu entendre du territoire couvert, ou à la complexité de la patientèle suivie. Donc pour conclure sur l'étude Ricochet, donc, comme l'a dit Marie-Jeanne Richard, en effet, ces mesures de dernier recours, elles sont quand même relativement importantes en France, et en tout cas, elles sont plus importantes que dans des pays occidentaux pour lesquels on a des données. Il y a une étude récente qui est sortie en 2024 et qui essaye de comparer. Alors, les comparaisons internationales, elles ont des limites, mais on voit que la France, elle n'est pas dans les meilleurs élèves, on va dire, sur ces questions-là. Mais que ce recours à la contention et à l'isolement, il masque surtout d'importantes variations entre établissements et qui ne sont pas liées uniquement à des différences dans les caractéristiques des patients. Et surtout, oui, j'ai oublié de le dire, l'étude a permis d'identifier qu'il y avait entre 18 et 20 établissements français qui ne pratiquent pas du tout la contention, certains de manière historique et qui ont été étudiés par Sébastien Saïta dans le cadre de l'étude Pletker. Et en plus de ces 18 établissements qui, dans leur entièreté, ne pratiquent pas la contention, il y a aussi des services au sein d'établissements qui ne pratiquent pas la contention. Et pareil, Sébastien Saïta en présentera deux. Bon, oui, après là, c'est juste pour vous rappeler les limites des données quantitatives, en effet, pour expliquer ces disparités et l'intérêt d'une recherche mixte quantitative et qualitative. Sur les données quantitatives que je vous ai présentées, pour le moment, on n'a pas travaillé sur les durées de ces mesures, parce qu'en effet, rester sous contention ou isolement plus de 24 heures ou juste une demi-heure, c'est pas la même chose comme expérience vécue par la personne. Et pour le moment, les données sur la durée des mesures ne sont pas suffisamment fiables pour qu'on puisse les exploiter au niveau national, mais c'est dans les perspectives futures de recherche. Voilà. Et évidemment, ces mesures de contention, d'isolement, de coercition, elles existent dans d'autres secteurs pour lesquels elles ne sont pas observées, que ce soit aux urgences générales, dans le secteur médico-social, les EHPAD, en pédiatrie. Voilà. Et qu'il y a plein de perspectives de recherche à développer dans ce champ-là. Je laisse la parole à Sébastien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices et organisateurs de ce beau colloque. Merci de nous avoir invités. Donc, je vais essayer dans un temps record de présenter l'étude Pletker. Donc, je vais passer pas mal de diapositives, sinon on ne va pas s'en sortir. L'équipe, les tâches, bon, voilà. Et j'en viens à nos établissements. Donc, nous avons décidé d'étudier 4 établissements moins coercitifs en France. Ça voulait dire des établissements qui remplissaient au moins 2 des 3 critères suivants. Faibles ou non recours à l'isolement à la contention, faible ou non recours à l'isolement, et l'ensemble des unités ouvertes. Voilà, donc nous avons 4 hôpitaux qui sont ressortis, donc des hôpitaux situés à la fois en milieu rural, donc l'hôpital numéro 1, on le voit, et urbain, les hôpitaux 2, 3 et 4, qui présentent, on le voit, des environnements différents. Les hôpitaux 1 et 2 sont situés au sein de grands parcs arborés et ont été construits dans les années 1960-1970 sur le modèle de ce qu'on appelait l'hôpital village, tandis que l'hôpital 3 et 4 sont respectivement situés donc au sein d'un grand hôpital appartenant à la catégorie des anciens asiles construits au XIXe siècle, et pour le dernier, d'un hôpital universitaire moderne qui accueille d'autres spécialités que la psychiatrie. Donc on a l'hôpital numéro 1 qui est plutôt petit, 2 secteurs, 2 unités d'hospitalisation. L'hôpital 2, un hôpital moyen, on pourrait dire. Et les hôpitaux 3 et 4 qui sont en fait des secteurs, au sein de plus grands hôpitaux, qui sont aussi des secteurs relativement moyens. Point important, donc malgré les diversités, ces établissements ont été construits donc, pour les hôpitaux 1 et 2 ou transformés pour les hôpitaux 3 et 4 dans les années 1960 et 80, donc en lien avec ce qu'on pourrait appeler des courants progressistes de la psychiatrie, psychiatrie de secteur, psychothérapie institutionnelle, psychiatrie citoyenne, mais aussi en lien avec des figures médicales charismatiques, donc le docteur Karabokiros dans l'hôpital numéro 1, le docteur Amado dans l'hôpital numéro 3, le docteur Roland, l'hôpital numéro 4. Donc on va maintenant rentrer dans ces hôpitaux. Alors à noter qu'on a d'abord eu des premières impressions positives, voire très positives, avec nous ce qu'on appelle des terrains de recherche qui se sont clairement démarqués des terrains antérieurs où on avait pu avant faire des observations, donc avec un bon accueil, une bonne ambiance, la possibilité de circuler et d'échanger, et aussi des relations entre soignants et patients plutôt bonnes, des patients qui semblaient aller mieux qu'ailleurs et des soignants motivés, engagés, souvent souriants et avenants, et aussi avec des environnements agréables à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, comme on peut le voir à travers ces photos, donc avec un diffuseur d'huile essentielle en haut à gauche, de la balnéothérapie en bas, une salle de socio-esthétique, un bar au sein de la sociothérapie, etc. Concernant la méthodologie, donc on a d'abord observé
ces hôpitaux en binôme, sociologie et chercheurs en soins infirmiers, avec un total donc de 60 jours d'observation sur les 4 sites. Et on a fait ensuite 70 entretiens approfondis, dit aussi semi-directifs, avec un échantillon diversifié d'acteurs, donc à la fois des soignants, des médecins, personnel administratif, usagers. On a aussi recueilli des documents, projets de service, des projets d'établissement, rapports d'activité, etc. Alors je vais passer, mais grosso modo, voilà, l'idée c'est de dire que ces établissements ont les portes, l'ensemble de ces établissements ont les portes ouvertes, et de l'ensemble des unités, c'est pas seulement quelques unités, c'est vraiment toutes les unités, donc on peut trouver dans des unités des patients en soins sans consentement, même des SPDRE, des fichiers S aussi, des détenus qui circulent librement à la fois dans le pavillon, mais aussi dans l'enceinte de l'établissement. Sur la contention mécanique, 2 de ces 4 établissements n'ont pas recours à la contention, c'est 0, ils n'ont même pas de sangle et une partie des professionnels ne savent même pas poser des contentions. Sur l'isolement, donc mis à part l'hôpital numéro 2 qui est légèrement au-dessus de la moyenne nationale, les autres se démarquent clairement de la moyenne en ayant un faible taux de recours à l'isolement et surtout des mesures de courte durée rapidement réévaluées. Alors j'en viens à ce qui permet cette moindre de coercition. Donc comment ces établissements font-ils pour parvenir, donc, par exemple, à ne pas faire de contention? Alors d'abord, il a été surprenant de constater que dans un premier temps, les professionnels avaient du mal à expliquer comment ils faisaient et ne se référaient pas nécessairement à des savoirs, des théories, comme cette soignante à qui on demande ce qui permet le moindre recours et qui répond « oui, l'écoute, c'est débile, je ne sais jamais expliquer ce qu'on fait, on n'y arrivera jamais, on le dit tout le temps, on ne sait pas dire ce qu'on fait vraiment ». Autre surprise, et en lien avec le fait que cela relève de l'évidence, on n'a pas retrouvé dans ces établissements ni les outils habituellement mentionnés, ni de techniques, protocoles, procédures spécifiques, etc. Pas d'espace d'apaisement notamment, pas non plus de plan de prévention ou d'outils d'évaluation des risques. Malgré tout, il nous a été indiqué, et nous avons repéré donc des pratiques, des dispositifs, des savoir-faire, des savoir-être et d'autres catégories de leviers qu'on a appelés des leviers cliniques, et qu'on pourrait dire des leviers directs de la moindre coercition. Des leviers qu'on a regroupés en 3 catégories, on va le voir, et des leviers aussi qui ont été repérés sur les 4 établissements. C'était un critère pour les retenir. Et on va le voir aussi, des leviers qui sont plus ou moins soutenus par une organisation et même une institution. Alors les leviers cliniques ont été regroupés autour de 3 catégories, comme on peut le voir, donc la relation de soins, le collectif de soins et le milieu de vie, avec un extrait d'observation qui permet d'illustrer ces 3 catégories de leviers. Donc c'est une patiente qui met à l'épreuve l'équipe, qui cherche notamment à partir, et on voit notamment que les soignants font preuve de patience, et que l'un d'entre eux va même finir par se détacher, donc là c'est la relation de soins, que le médecin va participer aussi activement à la prise en charge, c'est le collectif de soins, et qu'une activité box va être rapidement mise en place, donc c'est la catégorie plutôt ce qu'on a appelé milieu de vie, environnement. Alors la première catégorie, c'est la plus représentée de notre corpus, qui comprend des leviers en rapport avec la relation que les soignants nouent avec le patient, et ça comprend donc l'accueil, la présence, la disponibilité qui a été énormément citée tout au long de l'étude, mais aussi la vigilance. Garder par exemple les portes ouvertes nécessite une vigilance particulière, où peut bien être un tel, pourquoi il n'est pas rentré, etc. Et la négociation a été aussi fréquemment citée. Pour faire rester une personne en soins sans consentement dans un service ouvert, cela peut nécessiter de longues discussions et négociations, nous a-t-on dit. L'écoute, le dialogue et des savoir-faire aussi en lien avec la pacification ont également été cités. Le lien créé avec le patient a été cité comme essentiel, avec l'idée que bien le connaître donc permet de désamorcer des situations tendues. Lui parler par exemple de son artiste préféré ou lui proposer d'aller voir les chats dans le parc car on sait que ça le calme. Enfin, la 3e catégorie, dans le sous-catégorie de la relation de soins, c'est les leviers relatifs à la nature de la relation de soins, mais en lien avec une forme d'horizontalité, une forme d'empathie. Les soignants expliquant souvent, on se dit que ça pourrait être nous dans cette chambre, mais aussi une forme de confiance. Ne pas mentir aux patients, cela a été aussi dit sur les 4 établissements. L'importance du collectif de soins a également été soulignée, notamment la dimension contenante du collectif pour calmer le patient, mais aussi le sentiment de pouvoir compter sur les collègues en cas de difficulté. L'importance des échanges cliniques aussi, et d'échanges favorisant la prise de recul, la réflexivité et qui permet d'ajuster la prise en charge. Aussi, si l'effectif du personnel soignant apparaît standard, on y revient donc, l'implication de tous les professionnels dans le soin contribue à la création de ce qu'on a appelé une équipe élargie, avec par exemple une secrétaire qui pouvait animer un atelier journal. Ce collectif, il était défini aussi de manière encore plus extensive et il s'appliquait donc à l'ensemble du secteur avec une bonne communication entre les équipes des unités d'hospitalisation et les équipes ambulatoires, ce qui permet donc, nous a-t-on dit, de prévenir les crises, d'hospitaliser dans de meilleures conditions, de réduire les hospitalisations et aussi de stabiliser les patients. La nécessité d'élargir ce collectif aux acteurs locaux, policiers, commerçants, a également été soulignée, ainsi que le rôle des partenariats avec les associations locales.
Enfin, l'importance de l'environnement, des activités qui étaient à la fois diversifiées et très nombreuses, notamment dans un établissement. L'importance de la circulation à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital, notamment à travers la notion de fugue thérapeutique, on pourra en reparler lors des questions. C'est un processus qui permet aux patients de partir pour mieux revenir. Et l'importance aussi de règles souples et individualisées ont été souvent évoquées comme des moyens d'éviter ou de gérer des situations tendues. J'ai combien de temps encore ? 5. C'est très intéressant, Sébastien. On n'a pas du tout envie que vous arrêtiez. Le problème, c'est qu'on vient de nous dire que si nous n'étions pas au restaurant à 13h15, non seulement nous serions privés de dessert, mais nous serions privés de repas. Donc l'heure est grave. Donc je conclus. Donc j'avais des leviers qu'on appelle organisationnels aussi et institutionnels. Voilà donc les 4 points. Rôle de l'équipe d'encadrement, rôle des médecins, et des figures individuelles, mais aussi une communauté médicale soudée, le rôle des directeurs, et puis de l'organisation à l'institution. On aura l'occasion de présenter les résultats de façon plus détaillée. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'organisation à l'institution ? Donc c'est une culture qu'on a décomposée dans des sous-cultures. On le voit, culture de l'accueil, de la disponibilité, de la positivité, contre-culture du risque aussi. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Ce qui permet la perpétuation de cette culture aussi, on l'a vu, c'est l'accessibilité des services, donc la multiplication des espaces d'échange, l'implication et l'accessibilité aussi des directeurs, et aussi la multiplication des lieux de rencontre, et aussi avec des directeurs acculturés par les médecins au moindre recours. Je conclus juste, la question qu'on s'est posée finalement au terme de cette étude, c'est est-ce que finalement ce qu'on a retrouvé sur nos établissements, ce ne sont pas les fondamentaux du soin en psychiatrie ? On a vu que les leviers qu'on a repérés aussi dans ces établissements, historiquement moins coercitifs, sont globalement moins formalisés que dans la littérature et peu théorisés. Ça nous a aussi amené à une réflexion sur les dispositifs. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il nous a été dit le meilleur moyen de ne pas faire d'isolement ou de ne pas faire de contention, c'est de ne pas avoir de sangle, en fait. Et voilà, ça oblige à réfléchir autrement. La fragilité du moindre recours, il y a des différences entre les établissements. C'est aussi un constat qu'on a pu faire avec l'idée que des leviers organisationnels et institutionnels permettent la pérennisation du moindre recours. Et à ce sujet, voilà, on a pu voir que l'hôpital 2 avait une politique affirmée et soutenue, que le moindre recours était relativement pérenne, alors que les autres hôpitaux présentaient des situations où on le voyait plutôt fragilisé, voire menacé. Voilà, je vous remercie. Et vous pouvez trouver donc les résultats, une première partie des résultats là, et on va publier aussi dans l'année à venir pas mal de papiers. Donc je vous invite aussi à nous suivre. Merci beaucoup.